aussi, c'est une violence inouïe, l'emploi. L'emploi, c'est pas simplement un poste de travail. L'emploi, c'est le fait que c'est le poste de travail qui est le titulaire du salaire. Alors, la distinction entre propriété lucrative et propriété d'usage est une distinction absolument centrale. C'est la première distinction à faire quand on aborde le capitalisme. Parce que ce qui définit le capital, c'est pas le marché. C'est une société marchande, la société capitaliste, mais parmi d'autres qui le sont aussi et qui ne sont pas capitalistes. Et le cœur du capitalisme, c'est pas le fait qu'il y ait marché et marchandises. Le cœur du capitalisme, c'est qu'il y ait des propriétaires lucratifs, et je vais opposer propriété lucrative et propriété d'usage, et non pas propriété privée, propriété publique, comme on le fait en général. Je pense que cette distinction publique-privée nous empêche de comprendre la réalité du capitalisme. Là, parce que l'État fait partie du régime capitaliste, et le fait qu'une propriété soit publique ne signifie pas qu'elle n'est pas cohérente avec une propriété de type capitaliste. Et une propriété privée ne caractérise pas du tout le capitalisme. Je ne sais pas, toute la petite production marchande repose sur la propriété privée, c'est-à-dire sur un usage exclusif d'un outil de travail dont on est propriétaire, et ça ne définit pas du tout son caractère capitaliste. La petite production marchande n'est pas capitaliste précisément, or elle repose sur la propriété privée. Donc, caractériser correctement le capitalisme suppose de bien opposer la propriété lucrative et la propriété d'usage. La propriété lucrative, c'est le droit de tirer d'un patrimoine un revenu. Et là, on retrouve aussi, dans ma réflexion, bien sûr, toute l'influence d'Hatzfeld, qui est une influence très péjorative vis-à-vis du patrimoine, et qui montre la grande nouveauté d'une ressource de flux, comme l'est le salaire, opposé à une ressource de stock, comme l'est le patrimoine. Une distinction que j'utilise beaucoup dans Puissance du salariat, même si aujourd'hui elle ne me paraît pas décisive. Tirer d'un patrimoine un revenu, ça veut dire que forcément on ponctionne sur le produit du travail d'autrui, puisque seul le travail produit de la valeur économique. Donc, si le fait d'être propriétaire permet de disposer d'un revenu parce que l'on est propriétaire, il est possible aussi que le propriétaire travaille avec l'outil dont il est propriétaire à côté de ses salariés, auquel cas la partie de son revenu qui correspond à ce travail est tout à fait légitime. En revanche, tout ce qui tire de sa propriété au-delà de ce qui correspond à la qualification qu'il met en œuvre dans son travail est parfaitement illégitime. C'est une prédation sur la valeur produite par le travail d'autrui. Et pourquoi est-ce qu'il y a une prédation possible alors que le capitalisme est une société d'égaux, c'est une société qui proclame que les humains naissent et demeurent libres et égaux en droit, à la différence des sociétés non capitalistes où la différence de statut social entre hommes libres et esclaves, caste inférieure, caste supérieure, prêtres, paysans, seigneurs, serfs, etc., est tout à fait décisive dans la ponction par une classe dirigeante de la valeur économique produite par une classe dominée. Dans le capitalisme où nous sommes des égaux en droit, la prédation s'opère précisément par le fait que ceux qui ne sont pas propriétaires de l'outil de travail sont réduits à objectiver une partie d'eux-mêmes dans
dans une marchandise. Alors là, le capitalisme est marchand dans un sens très spécifique, c'est-à-dire qu'il fait de la force de travail une marchandise. Il crée un marché du travail, ça c'est typiquement capitaliste, le marché du travail. Une marchandise qu'on va porter sur un marché, justement, le marché du travail, avec des offreurs d'emploi, les propriétaires lucratifs, qui vont embaucher ou pas cette force de travail en la payant à son prix. Et le prix, dans la logique du capital, se mesure par le temps de travail nécessaire à la production de la marchandise. Une institution décisive du capitalisme, c'est à côté de la propriété lucrative, qu'il a fallu des siècles pour imposer comme institution légitime. L'Église s'est battue contre le taux d'intérêt, enfin, etc., etc. Et donc la bourgeoisie a dû d'abord vaincre l'aristocratie et l'Église pour imposer le droit de propriété lucrative. Et à côté de cela, vous avez une institution qui est décisive, le marché du travail, rendu inévitable, je dirais, par l'existence de propriétaires lucratifs qui s'arrogent la maîtrise de la valeur économique, qui décident de ce qui va être produit, et qui laissent à ceux qui ne sont pas propriétaires un rôle de mineurs, des mineurs qui vont sur un marché du travail comme demandeurs d'emploi, et qui vont être exploités, c'est-à-dire que leur force de travail sur ce marché va être achetée à son prix, à sa valeur, c'est-à-dire la somme des besoins nécessaires pour leur reproduction comme force de travail, mesurée par le temps de travail nécessaire à les produire. Et ces forces de travail vont être utilisées plus de temps que le temps correspondant à leur salaire, et donc vont produire des biens qui incorporent un temps plus important que celui de leur salaire. Et c'est cette différence entre les deux temps qui va fonder le profit. Si la marchandise produite est vendue, eh bien, la différence entre la valeur de cette marchandise et la valeur de la force de travail sera empochée de façon tout à fait légitime. Le capitalisme est une société de droit qui, en permanence, exhibe le droit par le propriétaire du bien produit par l'usage de la force de travail. La propriété lucrative, c'est donc la première institution du capital, mais j'ai présenté aussi les autres en même temps, le marché du travail, la mesure de la valeur par le temps, et il faudra aussi qu'on dise quelque chose du crédit pour financer l'investissement ou la création monétaire. Voilà les 4 institutions du capital. Et alors, opposé à la propriété lucrative, c'est quoi c'est pas la propriété privée opposée à la propriété collective, donc c'est pas la propriété collective qui est opposée à la propriété lucrative, c'est une forme de propriété, donc privée. Il n'y a pas de propriété s'il n'y a pas un usage exclusif de l'outil de travail, et si on ne décide pas de manière exclusive de l'usage de cet outil de travail, sinon il n'y a pas de propriété. Mais c'est une propriété d'usage. Cette propriété d'usage interdit tout revenu tiré de la propriété même. Et pour cela, il faut évidemment supprimer le marché du travail. Pour qu'il n'y ait pas de possibilité d'acheter des forces de travail que l'on va mobiliser pour produire des marchandises à plus forte valeur que les forces de travail ainsi achetées. La propriété d'usage, c'est ce qui doit devenir la forme normale de la propriété. Nous devons être les propriétaires de nos outils de travail, parce que c'est la condition pour décider, mais nous ne devons tirer aucun revenu de cette propriété.
effectivement, bien distinguer travail et emploi est tout à fait décisif pour prendre la mesure du caractère capitaliste du marché du travail. Parce que autant, à la limite, même si l'opposition propriété privée, propriété collective est à mon avis très discutable, hein, et il faut vraiment utiliser la distinction propriété lucrative, propriété d'usage. Disons que la question de la propriété est assez vite abordée quand on parle du capitalisme. La question de l'expropriation initiale, la question de la fin des enclosures dans la naissance du capitalisme, enfin le fait que il y ait une appropriation privée des moyens de production, encore une fois le mot privé n'étant pas à mon avis bien fondé, mais tout ça est assez facilement admis, même si aujourd'hui, hélas, hein, le mouvement progressiste est tellement affaibli qu'il ne revendique pas un changement du régime de propriété. Très peu de partis ou de syndicats aujourd'hui ont ce mot d'ordre comme mot d'ordre central, hein, de changer la propriété en supprimant la propriété lucrative et en passant à la généralisation de la propriété d'usage, hein, le fait qu'on soit tous propriétaires de nos entreprises. Bon, ça, c'est assez peu présent, mais la conscience que le capitalisme a à voir avec un régime de propriété est quand même forte, même si, trop souvent, encore une fois, comme je l'ai dit, le capitalisme est simplement défini comme société marchande, ce qui ne nous aide pas à comprendre grand-chose, sauf si, justement, et c'est là qu'on arrive au marché du travail, on voit que la spécificité du capitalisme, c'est de faire de la force de travail une marchandise. Et là, c'est une société marchande, oui, au sens où jusqu'à la force de travail devient une marchandise. Le marché du travail, c'est pas le fait qu'il y a une mobilité, hein. Le fait qu'on passe d'un emploi à l'autre, le fait qu'on n'est pas indéfiniment au même endroit pour faire la même chose pendant sa vie. Ça, c'est pas le marché du travail, hein. La mobilité professionnelle, elle est absolument indispensable, elle est positive, et elle est justement entravée par le marché du travail. Quand on pense à tous ceux qui ne trouvent pas, à cause du marché du travail, de quoi mettre en œuvre toutes leurs aspirations. Quand on pense à tous ces trentenaires qui bricolent avec le chômage ou avec des formes de revenus extrêmement médiocres pour pouvoir faire valoir ce qu'ils veulent faire, et que le marché du travail leur interdit de faire. Donc en aucun cas, le marché du travail n'est quelque chose de positif pour la mobilité. Le marché du travail est un carcan qui empêche la mobilité professionnelle et la mobilité géographique. Qu'est-ce que c'est que le marché du travail ? Et qu'est-ce que c'est qu'un employeur ? Et qu'est-ce que c'est qu'un emploi ? Pour qu'on sorte ces termes de la banalité de poste de travail. Non, un emploi, c'est pas un poste de travail. Un employeur, c'est pas un entrepreneur. Tout ça, c'est une forme de banalisation de la violence d'institutions capitalistes qu'il faut bien analyser. Il faut des entrepreneurs, il faut des gens qui dynamisent des collectifs de travail, enfin, etc., etc. Mais c'est pas ça, être employeur, d'accord ? Il faut bien sûr des postes de travail, mais c'est pas ça l'emploi, c'est pas le poste de travail. Nous avons vu que le cœur du capitalisme, c'est la propriété lucrative. Et c'est la négation que nous sommes les producteurs de la valeur économique. Il faudra bien sûr que l'on
présente hein, cette thématique de la valeur hein, qui est un préalable hein, à toute réflexion ultérieure. Alors ça, on y reviendra tout à l'heure, je suppose, mais restons-en à cette question du marché du travail. Le capitalisme, comme toute classe dirigeante, hein, s'arroge l'exclusivité de la maîtrise de la valeur économique et nous dénie comme producteurs de valeur. Si nous voulons être reconnus comme producteurs de valeur économique et à ce titre payés, puisque la production de valeur économique s'exprime dans de la monnaie, il faut que nous transformions notre capacité à produire de la valeur, et donc le fait que c'est nous les créateurs, c'est nous les producteurs, il faut que nous transformions ça en une marchandise que l'on porte sur un marché comme demandeur. On est demandeur, on est soumis au chantage. Et si on n'est pas embauché, eh bien, on va rester dans les ténèbres de la non-production de valeur économique et de l'absence de ressources. Pourquoi est-ce qu'il y a un marché du travail? Et qu'est-ce que c'est qu'un marché du travail? Ça n'est pas du tout cette institution banale à laquelle nous tentons d'habituer les jeunes dès l'école pour en faire une espèce de truc tout à fait naturel. On passe beaucoup trop de temps à l'école pour présenter les filières de formation possibles, les exigences du marché du travail, le fait qu'il faut adapter nos ambitions aux possibles qu'offre le marché du travail. Bref, on présente le marché du travail comme une institution naturelle à laquelle, ma foi, il faut se conformer sans se poser de questions. Non, le marché du travail, c'est une institution d'une violence inouïe. Nous sommes niés comme producteurs de valeur, nous sommes des mineurs sociaux. Tout ce que nous reconnaît le capitalisme, c'est que nous sommes des êtres de besoin, qui avons droit à du pouvoir d'achat, pouvoir acheter les biens nécessaires à notre reproduction comme force de travail. C'est quand même une anthropologie d'un mépris incroyable sur ce que c'est que l'humain. L'humain, c'est pas un être de besoin qui doit pouvoir satisfaire les besoins nécessaires au fait qu'il soit sur un poste de travail aujourd'hui et demain. L'humain, c'est un créateur qui doit être reconnu comme tel et avoir le pouvoir politique de décider de la création de l'humanité commune à travers les moyens de son existence tels que le travail concret va les produire. Nous sommes des êtres de besoin et nous sommes là, la corde au cou, en chemise, pieds nus, devant des propriétaires lucratifs qui vont nous désigner, au doigt mouillé d'ailleurs, toi, voilà, non pas toi, et puis ici, pour faire ça, c'est moi qui en décide, et demain, je te licencie, aujourd'hui, je t'embauche, aujourd'hui, je te fais advenir à la valeur économique, très indirectement, hein, on va voir comment, et demain, je te renvoie dans les ténèbres, tu n'existes plus comme producteur de valeur. C'est une violence inouïe, cette affaire. Nous devons être structurellement, politiquement et en permanence confirmés, au contraire, dans notre statut de producteur de la valeur économique.
Et ça doit se traduire par du salaire à vie, par de la copropriété d'usage des entreprises, c'est-à-dire par vraiment le contraire du marché du travail qu'il s'agit d'abolir. Hein. De même, un employeur, ça n'est pas du tout un entrepreneur. Hein. Il y a des tas d'entreprises qui marchent parfaitement sans employeur. Prenez les services publics, ça marche parfaitement, il n'y a pas d'employeur. Un employeur, c'est quelqu'un qui, parce qu'il est propriétaire lucratif ou parce qu'il représente le propriétaire lucratif dont il est l'exécutant, comme directeur, salarié, va avoir ce droit exorbitant, hein, de désigner qui va être indirectement reconnu comme producteur de valeur et qui ne le sera pas. Alors, indirectement, pourquoi? Parce que c'est là qu'on arrive à la définition de l'emploi. L'emploi, c'est le fait que le salaire est attribué au poste de travail. Un emploi, dans une convention collective, hein, c'est un poste de travail auquel on a affecté un niveau de qualification et donc de salaire. Et si c'est l'emploi qui est le support du salaire, ça veut donc dire que la personne, elle, n'est jamais payée. Dans une logique capitaliste, dans une entreprise capitaliste, les personnes ne sont jamais payées elles, ce n'est jamais moi qui suis payé, c'est mon poste qui est payé. Si j'ai pas de poste, ben, ma foi, je suis nié complètement. Ce n'est donc qu'indirectement, parce que je suis embauché sur un poste qui, lui, est le titulaire du salaire. Là aussi, c'est une violence inouïe, l'emploi. L'emploi, ce n'est pas simplement un poste de travail. L'emploi, c'est le fait que c'est le poste de travail qui est le titulaire du salaire. Un poste de travail, ça renvoie au travail concret, une distinction à laquelle il va falloir qu'on vienne. Hein. Alors qu'un emploi, ça renvoie à la violence capitaliste. Hein. Le fait d'attribuer le salaire au poste et non pas à la personne. Oui, effectivement, il faut absolument aborder maintenant des termes qui peuvent paraître extrêmement abstraits, comme la valeur, valeur d'usage, valeur économique, et travail concret, travail abstrait, parce que la mise en place d'une interprétation des conflits qui portent aujourd'hui sur la sécurité sociale, sur la fonction publique, sur le statut de salarié, etc., suppose qu'on ait essayé de sortir d'un non-dit, hein, d'un tabou, je ne sais pas comment l'exprimer, sur la valeur. Le PIB, hein, le produit intérieur brut, bon, le PIB mesure la valeur nouvelle créée dans l'année. C'est quoi? Parce que on peut dire comment c'est calculé, hein, mais ça représente quoi? Alors comment c'est calculé? Comment est-ce qu'on calcule le PIB? Bon, on ajoute, on additionne les valeurs ajoutées dans chaque entreprise. La valeur ajoutée, c'est le chiffre d'affaires moins les intrants. Et si on veut calculer la valeur nouvelle créée dans une année, il faut éviter les doubles ou triples comptes. Par exemple, on va compter 3 ou 4 fois le même blé, la même production de blé, si on additionne le chiffre d'affaires du paysan qui vend son blé au minotier, du minotier qui vend sa farine au boulanger, et du boulanger qui vend son pain au consommateur. Si on prend, pour mesurer la valeur économique
créé dans l'année, la somme des chiffres d'affaires, bon, on compte 3 fois, évidemment, la production du blé. Pour éviter ces multiples comptes, on ne prend que la valeur nouvelle, la valeur supplémentaire créée par le paysan. Donc on prend son chiffre d'affaires moins toutes ses consommations intermédiaires, la valeur supplémentaire créée par le minotier, donc on prend son chiffre d'affaires moins toutes ses consommations intermédiaires, dont l'achat du blé au paysan, et la valeur nouvelle créée par le boulanger, donc son chiffre d'affaires moins toutes ses consommations intermédiaires, dont l'achat de farine au minotier. Et la valeur ajoutée correspond au travail vivant fait par le paysan, par les salariés du moulin, par le boulanger et ses éventuels salariés. Et ce travail vivant va s'exprimer en monnaie. Enfin, la valeur créée par ce travail vivant, va s'exprimer en monnaie et, dans une société capitaliste, être divisée entre ce qui va au salaire du marché du travail et ce qui va au profit du propriétaire lucratif. Le PIB, dans une société qui serait exclusivement capitaliste, mais aucune société ne l'est, se partagerait entre salaire du marché du travail, addition des prix des forces de travail sur le marché, et profit. Donc la valeur économique s'exprime dans le PIB qui mesure la valeur produite par le travail vivant. Mais qu'est-ce que c'est la valeur produite par le travail vivant? On n'est pas forcément plus avancé quand on a compris ce que c'est que le PIB. Le travail vivant, il a deux versants. Il produit des valeurs d'usage et il produit de la valeur économique. Il produit des valeurs d'usage, c'est-à-dire qu'il réalise des biens et des services concrets. Toute notre vie éveillée consiste à réaliser des biens et des services concrets. On passe notre temps à ça, de notre réveil à notre sommeil, sauf quand on est en situation de stricte consommation ou de fonction physiologique. En dehors de cela, on produit des valeurs d'usage, on fait du café, on refait son lit, on conduit des gamins à l'école, on est dans un emploi, etc., etc. Ça, c'est le travail concret. Je suis chaudronnier, je suis informaticienne, etc., etc. Le travail concret ne produit pas de valeur économique. Il ne suffit pas de faire quelque chose qui a une utilité sociale pour que ça produise de la valeur économique. Si je fais du café chez moi, on ne va pas me payer. Si je conduis mes gamins à l'école, on ne va pas me payer non plus. Je suis réputé de ne pas produire de valeur économique quand je fais ça. En revanche, si c'est une assistante maternelle qui conduit mes gamins à l'école, alors là, elle va être payée parce qu'elle est réputée produire de la valeur économique. Donc, la valeur économique ne mesure pas la valeur d'usage que l'on est en train de produire. Quand je produis du café chez moi, je suis considéré comme ne produisant pas de valeur économique. Mais si je produis du café comme salarié d'un restaurateur, alors là, je vais être considéré comme produisant de la valeur économique. Mais on voit bien que le salaire que je vais toucher et le profit que va faire ce restaurateur sur mon travail ne mesurent pas la valeur d'usage production de café, puisque si je le fais chez moi, ça n'a aucune valeur. La valeur économique, c'est un autre volet de l'activité de production, qui n'est pas la mesure de l'utilité sociale de ce que je fais. Alors qu'est-ce que c'est? Si ce n'est pas la mesure de l'utilité sociale de ce que je fais, eh bien c'est la mesure, en revanche, de l'état des rapports sociaux. Alors c'est un peu vague comme réponse, mais il faut
Il faut commencer comme ça, on va dire. On voit bien que c'est le rapport social qui décide que si je conduis mes gamins à l'école, je ne produis pas de valeur, alors que c'est une assistante maternelle qui fait exactement la même chose avec mes gamins, elle produit de la valeur. On voit bien que là, on a une convention sociale, on a quelque chose qui est le fruit de rapports sociaux qui vont définir que telle activité, appelons activité la production de valeur d'usage, d'accord, devient du travail dans certaines circonstances, si elle s'inscrit dans l'emploi d'assistante maternelle, par exemple, et dans d'autres circonstances, n'est pas du travail. C'est utile, mais ça n'est pas productif. Donc, on va réserver le mot travail, réservons le mot travail à la partie de l'activité qui est aussi considérée comme productive. Un chômeur est réputé ne pas travailler. On va dire qu'il fait des choses utiles, il s'engage dans le milieu associatif, que sais-je encore, mais il ne travaille pas. C'est en tout cas ce que l'état des rapports sociaux, et on voit bien que nous sommes là dans la violence des rapports sociaux, décide. Il ne travaille pas au sens où, n'ayant pas d'emploi, il ne produit pas de valeur économique. Et vous voyez que là, on est dans la violence proprement capitaliste, qui dit que ne travaillent que ceux qui ont un emploi, ne produisent de valeur que ceux qui se sont soumis à un employeur, qui ont été portés une marchandise, force de travail, sur le marché du travail, qui se sont soumis à la dictature du temps pour mesurer la valeur produite et qui ont enrichi un capitaliste qui a pu vendre les marchandises qu'ils ont produites. La valeur économique, c'est donc une expression de la violence sociale inhérente à toute production de valeur d'usage. La production de valeur d'usage ne se fait pas dans une espèce de société idéale dans laquelle chacun produirait selon ses capacités et recevrait selon ses besoins. Ça n'existe pas, les sociétés de la transparence des valeurs d'usage, les sociétés de l'activité. Et d'ailleurs, il y a parmi tous ceux qui, à juste titre, veulent sortir du capitalisme, des gens qui sont, à mon avis, dans l'illusion la plus absolue lorsqu'ils prétendent en finir avec la valeur économique et produire des sociétés centrées sur la valeur d'usage. On va arrêter la monnaie, on va arrêter le travail, on va faire une société de l'activité sans monnaie. C'est faire absolument fausse route. Je le dis très clairement, et je le dis parce que je rencontre tellement souvent aujourd'hui, surtout parmi ceux qui méprisent ou qui n'ont pas, en tout cas, ou qui ignorent toute l'expérience politique et syndicale, disons, et qui sont des chercheurs extrêmement aigus d'une alternative, d'une production alternative, qui refusent de fait le marché du travail, qui refusent de faire de la merde pour un capitaliste, enfin, etc., et qui cherchent des productions alternatives dans le bio, dans la culture, dans l'informatique, enfin bon, pour prendre des domaines qui sont assez investis par ces collectifs en quête très légitime et très positive d'une alternative. Bien souvent, il y a chez eux, malheureusement alors, une forme de déni de la valeur économique qu'ils identifient au capitalisme. Pour eux, le capitalisme, c'est le règne de la valeur économique, mais pas du tout. Toutes les sociétés doivent gérer dans l'activité de production
la violence des rapports sociaux, la violence des rapports de pouvoir. Il n'y a pas de société sans pouvoir. Faire société, c'est justement gérer le pouvoir. C'est générer les institutions de gestion du pouvoir. C'est pas nier le pouvoir en disant « Ah, mais vous allez voir ce que vous allez voir. On va supprimer la monnaie et on va faire des communautés où chacun va faire du travail concret et on va produire ce dont nous avons besoin dans une forme de respect du travail concret, de la nature, des relations interpersonnelles qui sont un travail concret, etc. Toutes choses éminemment positives et qu'il faut bien sûr valoriser, mais on ne peut pas échapper, lorsque l'on produit quelque chose, quand on produit des valeurs d'usage, à la violence des rapports de pouvoir, qui s'exprime dans la violence économique. Alors, la violence économique capitaliste, c'est le marché du travail, hein, c'est la propriété lucrative, c'est la mesure de la valeur par le temps, c'est le crédit. Bon, ça, voilà les institutions. On peut d'ailleurs les nombrer assez facilement, les définir assez facilement, ce qui nous montre d'ailleurs les chemins à faire si on veut s'en débarrasser. Il faut se débarrasser du marché du travail, de la propriété lucrative, du crédit et de la mesure de la valeur par le temps. Voilà ce dont il faut que nous nous débarrassions si nous voulons sortir du capitalisme. Mais sortir du capitalisme, c'est pas entrer dans une société sans violence. Je suis au regret de le dire pour ceux qui pensent que nous allons pouvoir faire société en supprimant la violence. Non, non. Faire société, c'est assumer la violence. Et la valeur économique, parce qu'elle est précisément l'expression de la violence des rapports de production, est l'objet permanent d'une lutte de classe. Précisons bien ce que c'est que la lutte de classe, parce que c'est un terme qu'il faut absolument remettre sur la table. Hein. C'est un terme décisif pour comprendre ce qui se passe. La lutte de classe, c'est pas la compétition entre les groupes sociaux, hein, entre les CSP, les catégories socio-professionnelles. C'est pas ça la lutte de classe. C'est pas le fait que je sais pas quoi, les ouvriers ont des pratiques de consommation différentes de celles des cadres, ou que sais-je encore, ou que les cadres cherchent à se différencier, à maintenir la distance avec les catégories populaires, ou que je sais pas quoi, moi, les employés sont des gens qui cherchent éperdument à être conformes au modèle des cadres. Bon, tout ça, c'est des conflits de catégories sociales qu'il n'est pas inintéressant d'étudier, mais qui n'ont rien à voir avec la lutte de classe. La lutte de classe, c'est quelque chose qui a son fondement dans la violence de la valeur économique, précisément. Le mode disons, le statu quo, toujours provisoire, mais qui est quand même institué pour parfois des décennies ou des siècles, dans des institutions qui sont très durables, le statu quo du conflit de la production, mais face à face, deux classes. La classe dirigeante, celle qui a réussi à instituer une pratique de la valeur économique cohérente avec ses intérêts, une pratique de la valeur économique qui va lui permettre de ponctionner une partie du produit du travail d'autrui, de vivre du travail d'autrui, et la classe dominée, la classe dirigée par la classe dirigeante, la classe subordonnée, qui, elle, va se constituer comme classe en refusant cette subordination, en refusant cette domination, et en travaillant à son tour à des institutions antagoniques, des institutions
de la classe dirigeante. Donc, concrètement, dans le capitalisme, c'est quoi la lutte de classe? C'est le fait que la classe dirigeante institue et défend en permanence l'institution de la propriété lucrative, du marché du travail, du crédit pour financer l'investissement et créer la monnaie, de la mesure de la valeur par le temps, et que se constituent en face d'elle, comme classe, des dominés qui sont niés comme maîtres de la valeur économique. Les 4 institutions que je viens de donner sont celles qui assurent la maîtrise de la valeur économique par la classe dirigeante, par la bourgeoisie, qui sont niés comme maîtres de la valeur économique et qui vont se constituer comme classe pour instituer précisément des institutions antagoniques de celles de la bourgeoisie. Quelles sont-elles, ces institutions, telles que précisément, et c'est ça, à mon avis, mon apport important dans l'analyse de la sécurité sociale, ça va être le salaire à vie de la fonction publique, le salaire à vie des retraités, quelque chose qui est rendu possible par la mutualisation de la valeur ajoutée, soit dans l'impôt, soit dans la cotisation sociale. Ça, c'est une conquête absolument majeure du XXe siècle. C'est l'institution qui est plus balbutiante d'une autre mesure de la valeur que la mesure de la valeur par le temps de travail, la mesure par la qualification du producteur. C'est l'institution, alors elle pratiquement non faite pour le moment, sauf indirectement par la cotisation sociale, d'une alternative au crédit pour financer l'investissement, une cotisation économique sur le modèle de la cotisation sociale. Donc, la propriété d'usage, le salaire à vie, la mesure de la valeur par les qualifications des producteurs, la cotisation économique, voilà les institutions de la valeur qu'on va qualifier salariale, parce que c'est dans le conflit sur le salaire, dans la lutte de classe sur le salaire, que ces institutions ont commencé à se légitimer, à se mettre en place, à prendre forme matérielle au cours du XXe siècle.